Toi? Ouais, c'est bon. Et donc, du coup, Ok, tu me bon, disais, Elliot, que toi, tu étais parti pour les États-Unis, en fait, par l'université. ouais, c'est ça en fait. Moi j'étais mon lycée, mes années lycée, j'étais à Dijon, j'étais au centre de formation d'FCO. Je passais 4 U15 à U19 et U19, c'est en France, il y a toujours la question qui se pose un petit peu. Tu finis, t'as ton bac, tu finis ta formation, c'est est-ce que je signe pro, est-ce que je vais jouer dans une division inférieure, CFE, ou est-ce que je fais autre chose, tu vois. Et moi j'ai un peu décidé de faire autre chose, de devoir d'apprendre quelque chose de nouveau, d'apprendre une nouvelle langue, de découvrir un nouveau pays. C'est ça qui m'a poussé à venir aux États-Unis, quoi. Donc, par le biais du foot universitaire, en fait, je me suis retrouvé ici en 2011 euh, avec un visa étudiant de 5 ans. Donc, tu dis, bah voilà, je suis là pour 5 ans. C'est à moi de faire en sorte que, voilà, le prochain chapitre de ma vie, ça passe par là. Et c'est à moi de faire en sorte maintenant je recommence à zéro, d'écrire une page et c'est à moi de jouer, quoi, en fait. Donc, c'est ce challenge-là qui m'a beaucoup attiré de repartir à zéro et à 19 ans, de pouvoir écrire un nouveau chapitre en partant de zéro un petit peu. Et du coup, ça fait 9 ans que tu es là-bas. Ça fera 9 ans en août, ouais. Le Ouais. 7 août. Donc, 7 août. t'as fait quoi? Tu as fait 4 ans aux États-Unis en tant qu'étudiant? 4-5 ans? C'est ça, donc j'ai fait 2 fois 2 ans, donc j'ai fait 2 ans dans ma première universitaire qui était à Atlanta, et donc pour mes 2 premières années de foot universitaire. Donc le foot universitaire, c'est un cursus de 4 ans. Tu as 4 années d'éligibilité où tu peux jouer, donc moi j'ai fait mes 2 premières années dans une fac, et après pour mes 2 dernières années, j'ai transféré pareil dans une fac, donc j'étais à Atlanta pendant 2 ans, et après j'ai transféré dans le Colorado, dans un Ok. petit village au milieu des montagnes qui s'appelle Durango, mais dans un programme de foot qui était super réputé au niveau national, beaucoup d'Européens. Donc un petit village au milieu du Colorado, un peu perché, mais avec une forte communauté européenne, surtout avec l'équipe de foot. Donc j'ai fini là-bas en 2 ans. J'ai eu mon diplôme en 2015 et après j'ai joué 2 ans dans des ligues inférieures ici qui s'appellent l'USL, Ouais. inférieure en USL. Et depuis 2017, je me suis mis en coaching à temps plein et pour Roche. Donc, sachant que pendant mes années universitaires, j'avais toujours coaché, entraîné des équipes sur le côté, entraîné des équipes, entraîné des joueurs individuellement. À l'époque, je le faisais plus pour arrondir les fins de mois un petit peu, pour gagner un peu de cash sur le côté et aussi parce que c'est quelque chose qui m'a toujours plu, qui m'a toujours passionné. Et le contact avec les jeunes, ça m'a toujours j'ai toujours apprécié le contact avec les jeunes. Et encore en 2017, quand j'avais pas trop de visibilité ou en termes de où ce qu'allait devenir ma carrière en tant que joueur, je me suis dit, voilà, je pense que c'est le bon moment pour transitionner et devenir un coach à temps plein. Ok. Toi, tu as étudié la filière STAPS aux États-Unis? Non, du tout. Moi, j'ai étudié la psychologie. Donc, j'ai fait 2 années juste basique psychologie. Et mes 2 dernières années, je me suis spécialisé un petit peu dans la psychologie du sport et plus la relation entre ce qu'on appelle ici la positive psychology et les performances de l'athlète. D'accord. Donc c'est à ça que je regardais. J'ai fait des études un petit peu. J'ai fait voilà, ma thèse pour ma dernière année de ce qu'on appelle ma senior year ici. J'ai fait ma thèse sur la corrélation donc entre la positive psychology et les performances des athlètes. C'est intéressant, Ouais. hein. Donc, ouais, du coup, tu t'en sers en fait. Tu es revenu au sport, mais à la base, tu t'étais pas lancé pour ça. Tu n'étais pas du Non, tout en fait, moi, à prédestiné la à être base, éducateur. le système scolaire, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours, voilà, enfin, moi, j'ai regardé mes parents, j'ai regardé les gens dans ma famille et ça m'a toujours été plus ou moins apparent que ce que tu apprenais à l'école et ce que tu faisais plus tard, il y avait qu'une relation qui était pas vraiment, tu faisais pas toujours dans ta vie d'adulte ce que tu avais appris les choses à l'école. Donc moi, mon principe, c'était, je vais étudier quelque chose qui m'intéresse et si ça m'intéresse tellement, je vais en faire mon métier. Mais j'ai pas pensé à un métier et fait des études en fonction de ça. J'ai pris ce qui m'intéressait potentiellement que ça devienne mon métier un jour ou l'autre. Ok. Ok. Et en fait, Donc, et en fait, en fait, la psychologie, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Il s'avérait que ça se mariait bien avec le foot, donc c'était parfait. est-ce que tu as gardé des contacts avec des coachs en France? Ouais, beaucoup. Stéphane Jobard, notamment, qui est maintenant, que tout le monde connaît Ouais. à Dijon. Sébastien Degrange, avec qui je suis très proche encore de ce jour. Et après, des éducateurs à Dijon, Seth Perrin, Ludovic Rossi, qui est ici en pôle féminin. Ludo, il est venu ici passer une semaine en février avec 5 de ses joueuses. Moi, j'avais emmené 5 de mes joueuses en novembre
s'entraîner avec Dijon. Donc, ouais, on a toujours, surtout avec les clubs dans lesquels j'ai fait partie au Dijon, où j'essaie d'avoir des échanges avec le staff et même au niveau de nos jeunes, tu vois. Comme nous, on avait fait cet été d'ailleurs, que j'emmène mon équipe de jeunes à Dijon. Moi, je pense que c'est sympa, tu vois. J'emmène mon groupe dans la ville où j'ai joué par le biais d'Étape Sport. Donc, je pense que c'est génial, quoi. Et du coup, est-ce que tu compares un peu, tu es en mesure de comparer les formations d'éducateurs en France et celles aux États-Unis? Ou du coup, pas du tout? Au niveau du foot, pas du tout, parce que moi, je suis jamais passé par cette filière de licence ou de diplôme ou même de certificat en France sur du coaching. Donc, j'ai aucun élément à rallier ça, quoi. Donc, moi, je Ouais, suis passé par ici, mais j'ai rien fait en France, donc je pourrais pas te dire. ouais. Ouais, tu es 100% sur le coaching, tu es 100% américain. 100% américain, ouais. Ouais. 100% américain. Je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est mal, mais je sais que je suis 100% américain. Et en tout cas, toi, tu as vécu le foot en tant que joueur en France. Si tu devais comparer les deux pays, quelle différence tu pourrais mettre en avant? En fait, je pense que la plus grosse différence, c'est au niveau des mentalités, pas seulement au niveau du foot, mais dans la relation entre la population et le sport. Ah, mais on sait, tout le monde le sait ici que les États-Unis, c'est un pays qui est, la culture sportive, elle est immense comparée à la France. Et ici, je pense que la base, elle est au niveau des athlètes. Et après, les athlètes, ils choisissent leur sport. Ou en France, c'est plus, tu sais que tu vas faire du foot, et après, on essaie de faire de toi un athlète. Ou ici, tu es un athlète, et on essaie de faire de toi un footballeur. Donc, je pense que l'ordre des choses, il est un peu différent. En France, tu sais que tu vas jouer au foot parce que tu as sûrement un père qui joue au foot, parce que tu as sûrement un frère ou un cousin qui joue au foot déjà. Donc le foot, il est ingréné en toi. Ici, le fait est que dans ta famille, tout le monde est athlète. Et pas seulement ton père ou tes frères, même ta mère, ta sœur. Tout le monde a fait du sport, que ce soit en high school ou au collège. Donc, il y a vraiment une culture sportive vraiment forte et poussée ici. Et après, je pense que c'est les gamins en fonction de leur développement, de leurs amis qui choisissent non de faire du foot. Mais moi, je pense que la plus grosse différence entre la France et les États-Unis, c'est la culture sportive, où ici, tout le monde est un fada de sport. Que ce soit le foot, le baseball, la NFL, NHL, tout ce que tu veux. En France, les footballeurs sont footballeurs. Aux États-Unis, ils sont sportifs avant tout. Ils sont sportifs avant tout. Et avant 14 ans, tu ne trouveras pas un gamin qui fait que du foot, que du Ouais. soccer. Ici, les gamins, ils font deux, trois sports. Et voilà, et même le système ici, en fait, le système du sport scolaire aux États-Unis, il est fait pour que les jeunes, ils fassent beaucoup de sport. Par exemple, on parle de high school sport. Dans high school sport, chaque saison, elles se superposent pas. Tu auras au fall, tu auras le basket. En fait, au fall, tu auras le football américain. Pendant l'hiver, tu auras le basket. Et pendant le spring, tu auras le soccer. Donc, en fait, le gamin, il peut faire sans conflit trois sports dans l'année et à un seul niveau, tu vois. Donc, je pense qu'ici, ils veulent que les jeunes, ils fassent plusieurs sports, qu'ils fassent partie de plusieurs équipes dans différents programmes. Donc, je pense que c'est ça la culture sportive qui est vraiment développée ici, quoi. Ok. Et toi, donc, tu as des équipes de jeunes? Ouais, moi, j'ai deux équipes de jeunes. J'ai une équipe de U13 garçons qui passera, donc c'est des 2007. Et j'ai une équipe de U17 féminine qui est donc un groupe de 2003, niveau Ok. année de naissance. Alors, et le club, c'est Colorado Rush, c'est ça? C'est ça. C'est Ouais. ça, ouais, Colorado Rush. Qui est donc Rush, maintenant, c'est un des premiers clubs dans le monde qui a été précurseur avec le système de franchise un peu, où il y a une franchise mère donc, qui est ici à Colorado Rush, à Denver. Et après, le club, maintenant, il s'est épandu je crois qu'il y a des clubs dans plus de 25 États, dans tous les continents du monde. Donc c'est un club qui a des partenaires un peu partout dans le monde. D'ailleurs, aujourd'hui, on en a en France avec Nogent-Roche le FC Nogentais à Nogent. Mm. Et, mais moi, je fais partie du club où ça a commencé à Colorado Rush et ça a été un club qui a été fondé en 97, donc un peu plus, 20 ans d'existence, qui pour nous, ça veut à peu près rien dire, 20 ans d'existence, mais on y est à l'échelle américaine, c'est un club assez ancien, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Bah ouais, c'est récent le soccer. Ouais. Mais, et donc, ouais, Rush, même pour nous, c'est un gros partenaire qui est arrivé chez nous là. Et puis avec la signature du FC Nogentais, bah nous, on apprend aussi à découvrir ce nouveau partenaire Ouais. qui nous paraît être un monstre là. 85 clubs dans le monde. Quand on nous a dit ça, c'est incroyable. Mais Ah, non, c'est sûr. Mais je pense que notre président, Tim Scholz, que tu as rencontré d'ailleurs, il me semble, à Nogent,
Ah ouais. C'est lui qui était un peu le précurseur de ça, en fait, de s'ouvrir en fait de s'ouvrir à l'extérieur et de vouloir, parce qu'il y a beaucoup de clubs ici qui sont contents d'avoir leur dominance dans le Colorado et c'est des gros clubs ici, mais voilà, tu sors du Colorado, tu n'as aucune idée de ce que c'est les clubs, alors que lui vraiment, il a eu deux ambitions, c'est de devenir un club fort localement, mais aussi de s'exporter dans tous les États, au début dans les États locaux, domestiques aux États-Unis, et après de se venir dans le monde, tu vois. Et aujourd'hui, pour un club comme ça, d'être dans un pays comme la France, je pense que c'est génial, tu vois. Et tu vois, et en fait, le truc, le concept qui est cool, c'est juste par rapport à son network et à des connexions. Tu vois, par exemple, la connexion de Pierre qui a ramené Étape Fort, qui a ramené FC Nogent. Donc en fait, c'est un peu que du bouche à oreille et c'est un peu l'effet domino qui fait que au début, tu as une structure qui est moyenne et plus tu ramènes du monde, plus ces gens-là ils ramènent des connexions et en fait, au final, ça fait un truc monstrueux comme où on est rush aujourd'hui, quoi. Mais c'est aussi parce que c'est une structure, on va dire, agréable dans laquelle on peut se retrouver avec des vraies valeurs. Parce que si les gens, tu vois, essaient de développer ce concept-là, c'est parce qu'ils croient aussi en ce que prône Rush Soccer, je pense. Ouais, non, je pense aussi. Et en fait, Rush, ils ont eu la bonne idée, je pense, que donner de la liberté aux gens en leur créant des opportunités. Donc, si on prend l'exemple de nos gens Rush, ils ont beaucoup de flexibilité de leur façon de comment ils se comportent au quotidien, leur façon d'entraîner leurs équipes, mais sachant que leur flexibilité, il y a aussi des opportunités qui sont là pour leurs joueurs, pour leur staff. Donc, en fait, pour moi, c'est que tu rapportes t'amènes des services de qualité à ton club sans vraiment enlever des choses de ta structure que tu avais déjà, quoi. Donc moi, Exactement. je pense que c'est ça le concept qui est cool. En fait, c'est des bénéfices que tu apportes à ton club sans vraiment amener des choses négatives avec ça, quoi. Ouais, exactement. Après, les clubs sont pas toujours ouverts malgré tout, hein. Donc, ça veut Non, dire je qu'il faut pense déjà que, trouver faut déjà trouver des clubs qui soient déjà dans l'ouverture, déjà dans l'esprit un petit peu d'échange. Toi, tu as rencontré Jean-Christophe Lony, le manager général. ouais, Bah, finalement, tu as bien vu pourquoi ce club-là a foncé, parce que son manager général, c'est quelqu'un de très ouvert. ouais. Et je pense que dans le mission statement de Rush, il y a quelque chose qui est important, ça dit We aim to partner with like-minded clubs. Donc en fait, ils veulent faire des partenariats avec des gens qui ont des mêmes mentalités et qui ont des objectifs communs. Parce qu'on sait très bien que même si on fait des partnerships avec des clubs qui ont des visions différentes, peut-être on va être partenaire, mais il n'y aura pas vraiment d'échange. En fait, le partenariat, c'est l'étape première, c'est la première étape de l'accord qui est signé. Mais en fait, ce qui est important, c'est les échanges. Le partenariat, Exact. ça reste un contrat. Mais ce qui a de la valeur humaine, c'est plus les échanges, plus que le partenariat en lui-même. Et je pense qu'avec des gens comme Jean-Christophe, ouais, dans l'échange, c'est dans le vrai, parce que c'est des gens qui veulent servir les gamins, qui aiment le foot, qui veulent se développer, qui ont l'esprit ouvert. Donc, quoi, Jean-Christophe, c'était le meilleur partenariat possible pour nous en France. Ouais, pour le numéro 1, c'est sûr. Là, vous avez trouvé la Ouais, perle. ouais. Donc, C'est incroyable. non, c'était génial. Et Jean-Christophe, il est venu ici. Quand on est venu en novembre, justement, avec nos 5 jeunes, pour qu'elles s'entraînent en France, Jean-Christophe, il est venu chercher à l'aéroport, il nous a servi le petit déj chez lui. Enfin, c'est des gens avec qui tu veux travailler, quoi. Exactement, exactement. Elliot, tu as aussi une nouvelle fonction là, que tu aurais dû initier cette année, cet été, mais peut-être que ça se fait pas, mais coach principal en USL2. Ça se fait plus ou moins, donc la saison est annulée. La saison est annulée au niveau national parce que, voilà, en fait, le problème de cette ligue, c'est qu'il y a beaucoup de voyages. Et en fait, avec le Covid-19, les voyages, c'était impossible d'aller dans les autres États, tout ça. Mais nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on a ramené les joueurs quand même dans le Colorado. Donc, on a un groupe d'une vingtaine de joueurs là. Et on s'entraîne, on a commencé à s'entraîner depuis 3 semaines. Moi, l'objectif, c'était parce que c'est notre première année dans cette franchise, l'objectif, c'était d'honorer ce qu'on avait promis aux joueurs. On avait promis aux joueurs une structure d'entraînement pendant tout l'été et on avait promis aux joueurs de leur donner de l'exposition, je ne sais pas si c'est le mot correct en français, mais de l'exposition au niveau de certains entraîneurs ou même scouts pour des équipes pro. Donc je pense que même si la ligue en elle-même elle a été annulée, je pense qu'on a assez de flexibilité et d'autonomie où on peut honorer ce qu'on a promis aux joueurs, quoi. L'entraînement tout l'été et voilà, par le biais des connexions qu'on a à Rush et même en dehors de Rush, et d'exposer nos joueurs à des clubs pro qui sont aux alentours, quoi. Donc on a là, en fait, commencé il y a 3 semaines. vous avez repris l'entraînement il y a 3 semaines sans
sans contrainte particulière? Si, il y a beaucoup de contraintes. Il y a beaucoup de contraintes parce qu'en fait, on doit se plier aux guidelines et aux restrictions du Colorado, en fait, de l'État du Colorado, donc Ouais. que le gouverneur ici a mis en place. Donc, c'est les 2 premières semaines. Donc, la première, on a commencé on a commencé le 12 mai. Le 12 mai, c'était notre premier entraînement. Donc, on a fini la semaine dernière, notre 3e semaine. Donc, les 2 premières semaines, on devait être en groupe de 10 joueurs ou moins. Donc, on avait les 20 joueurs qui venaient à l'entraînement, mais on se séparait en groupe pour toujours suivre en fait les restrictions de l'État du Colorado. Donc, on faisait des petits groupes de 10 joueurs, tout ça, sans contact. Donc, beaucoup de travail technique, travail de finition, travail devant le but, travail de fitness aussi. Donc, ça, c'est les 2 premières semaines. Et là, pour la première fois, la semaine dernière, les restrictions au niveau du Colorado elles sont ouvertes un petit peu, où maintenant, on peut faire des groupes de 25 joueurs. Donc, maintenant, on peut faire des choses un peu plus au niveau de l'équipe et même incorporer un peu de tactique dans nos séances. Donc ça, on a commencé ça la semaine dernière. Et voilà. Bon, la situation en France, c'est pas la même. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre, ouais. Ouais, nous, on n'est pas du tout partis là pour l'instant pour s'entraîner à plusieurs. Ouais, c'est 10 dont le coach. Ouais, pareil ici. Et nous, on peut même pas faire de finition devant le but ou quoi que ce soit. Ça doit être vraiment c'est travail athlétique uniquement. Ouais. Et après, je pense qu'il y a des États ici, aux États-Unis, c'est un peu différent. Par exemple, les États à l'est comme le New Jersey ou même à l'ouest comme la Californie qui ont été plus touchés. Je pense que la restriction est un peu plus stricte. Nous, dans le Colorado, on a été touchés, mais on a été touchés, mais un petit peu moins que d'autres États, quoi. Donc, je pense qu'ici aux États-Unis, les restrictions elles sont vraiment basées au niveau de l'État plus que des restrictions nationales, quoi. Ok. Et du coup, pour la USL2, l'année prochaine, vous serez encore sur cette franchise, c'est-à-dire que tu joueras le championnat. Ouais. Alors, c'est une franchise de 5 ans. Donc là, on a signé un contrat avec la Ligue pour 5 ans. D'accord. Alors, est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui ne sont pas trop initiées ce que c'est que ce championnat allez, si tu pouvais donner une division aussi à peu près au niveau national, à quoi ça correspond? Ouais, bien sûr. Donc, je pense qu'ici, déjà, le fait est que c'est la division 4. Donc, si tu regardes l'organigramme ou la pyramide des divisions, donc tu as la MLS, tu as les USL Championship, qui est la division 2, tu as la USL 1, qui est la division 3, et donc nous, on a la USL 2, donc par la force des choses, la division 4. La particularité de ce championnat, c'est que c'est un championnat de 3 mois, où la plupart des ligues ici, c'est plus 8-9 mois, mais ici, c'est un championnat de 3 mois, ce qu'on appelle pre-professional, donc pré-professionnel, et où les joueurs ne sont pas payés. Et la raison pour laquelle les joueurs ne sont pas payés, c'est pour garder leur eligibility pour qu'ils puissent jouer en foot universitaire. Le foot universitaire, c'est une ligue amateur où si tu as gagné de l'argent dans des clubs ou précédents, bah, tu ne peux pas jouer en foot universitaire. Donc en fait, la ligue, elle se compose majoritairement de joueurs qui jouent en foot universitaire et qui jouent dans cette ligue-là l'été bah, pour garder la forme, pour se montrer devant des coachs pro, pour créer des liens avec d'autres équipes, avec d'autres joueurs. Donc c'est ça en fait, la ligue, le format typique de la ligue, c'est que ça commence en mai, ça finit en août, et tu as une vingtaine de matchs pendant ces 3 mois de l'été qui se composent majoritairement de joueurs, comme je te dis, qui viennent de différentes équipes. Donc en fait, c'est assez particulier comme format parce que tu as 15-20 joueurs qui ne se connaissent pas, qui arrivent ensemble et dans une période de 2 semaines, tu as déjà des matchs et après 3 mois, bah, la saison a fini. Donc c'est un format assez unique. Moi, je sais que c'est un format qui m'a beaucoup plu en tant que joueur parce que c'est une ligue dans laquelle j'ai joué. Et voilà, donc c'est une ligue à peu près professionnelle qu'on appelle la division 4 ici. L'idée, c'est ça, c'est un intermédiaire et puis que les meilleurs joueurs puissent se montrer pour éventuellement signer en USL ou USL One ou USL. Et en fait, le fait que tu n'as pas de contrat, il y a le fait que les joueurs ne soient pas sous contrat, ça permet beaucoup de choses. Parce que moi, donc, l'objectif, par exemple, quand je ramène 18 joueurs, bah, c'est que le top 6, allez, on va dire la meilleure moitié de ces joueurs-là, eh ben, ils ne passent pas forcément tout l'été avec nous. Ils viennent avec nous, ils se montrent. Et s'ils peuvent aller s'entraîner 1 ou 2 semaines pendant cet été-là avec des clubs pro, bah, c'est ce qu'on veut. Nous, l'objectif, c'est de montrer les joueurs et de leur aider. Nous, en fait, on veut être. Et voilà, c'est. Je vais dire basique, mais nous, on veut être un tremplin en fait pour ces joueurs-là. Nous, notre objectif, c'est le moins longtemps on garde les joueurs, le mieux pour nous. Toi, l'idée, c'est les joueurs commencent avec toi et s'ils sont bons, même pendant le championnat, Bien sûr. Ok. Bien sûr. Moi, je pense que c'est une ligue qui est beaucoup plus axée sur le développement du joueur et la promotion du joueur
plutôt que vraiment l'équipe. Parce que moi, si tu veux, il y a deux choses à regarder. Il y a deux manières de voir les choses. Tu peux essayer de gagner un National Championship ou tu peux essayer de signer 5 jeunes en pro. Bon, moi, je pense que si tu regardes le long terme et au futur, bah, c'est le plus joueur. Pour moi, ça a plus de valeur de signer 5 joueurs en pro parce que c'est quelque chose qui va durer, c'est quelque chose du long terme. Plutôt que tu gagnes un National Championship, ouais, tu es content pendant 2 jours. Voilà, après la vie à l'avance. Alors que le gamin, il signe pro, bah voilà, tu le lances sur sa carrière professionnelle et tu as eu vraiment un impact sur le développement du jeune, quoi. Ouais. Toi, tu devais être là le 26 mars pour le showcase, justement, pour les Ouais, USL2. Il y avait 4 équipes de ce niveau-là, là, de Rush, qui ouais. devaient être représentées pour recruter. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune joueur français qui viendrait essayer en USL2 pour, voilà, Ah, par, en tout cas, pas forcément pour réussir à être professionnel tout de suite, mais bien vivre son expérience en tout cas. Non, mais moi je pense que c'est important, c'est de comprendre les spécificités de cette ligue-là, où c'est pas une ligue où tu peux te permettre de venir, de pas être prêt physiquement, il te faut 3 semaines avant de commencer à être performant. C'est une ligue qui est tellement courte et qui n'a pas le temps en fait qui a pas le temps d'aider un joueur de faire sa préparation physique. En fait, faut que les joueurs ils arrivent prêts et après nous on met les choses en place techniquement, tactiquement, mais on n'a pas le temps de faire une préparation, on n'a pas le temps on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de faire ces choses-là. Donc la première chose que je dis aux joueurs, faut être prêt dès le début, quoi. Faut arriver prêt. Et après mentalement, faut être. Et surtout pour les jeunes en France, parce que moi, en tant que Français, j'aimerais beaucoup avoir des jeunes ici, mais on peut pas se permettre d'avoir une période d'adaptation de 2-3 semaines avant que le jeune il soit capable d'être bon. Faut que le jeune il soit capable techniquement, tactiquement, mais aussi mentalement d'arriver. Et d'ici 2-3 jours, bah ça y est, il est au niveau et il arrive à make an impact, tu vois, comme on dit ici. C'est finalement le recrutement, il est plus de la moitié sur presque l'état d'esprit finalement. Ouais, c'est ça, exactement ça. Quel Exactement ça. joueur va arriver et va être prêt à se fondre dans la masse et aller jouer tout de suite. C'est ça. Et en fait, c'est une ligue qui est de notoriété publique. C'est une ligue où les jeunes, ils veulent se montrer. Donc, ouais, on veut montrer les jeunes, mais aussi, je veux pas qu'il y ait un jeune qui arrive et qu'il soit égoïste ou c'est que pour lui et que c'est lui qui veut mettre tous les buts et tout ça. Donc moi, je pense qu'il faut être prêt physiquement, mais il faut essayer d'être prêt à mentalement rester raisonnable. Ouais, c'est une ligue où on veut te montrer, mais il faut aussi, tu peux te montrer qu'à travers l'équipe, quoi. Ouais. Donc je pense aussi qu'il faut être raisonnable dans la manière où les joueurs ils approchent le projet. Où ouais, c'est pas que pour ma gueule, quoi, en parlant grossièrement. Et là, du coup, avec le Covid, t'as pas eu d'Européens? J'ai eu des Européens qui étaient ici aux États-Unis déjà. Ici, ouais. Donc j'ai 2 Français dans l'équipe, par exemple. J'ai un Néo-Zélandais. Il y a 2 Brésiliens qui sont là. Mais en fait, c'est des jeunes qui étaient là pour leur année universitaire et qui sont pas rentrés au pays. Il y a deux Français que je devais avoir qui sont rentrés en France quand le Covid il a commencé. Bon, aujourd'hui, ils sont toujours en France parce qu'ils sont un peu bloqués, quoi. Ouais, ils peuvent pas revenir. Ouais. Quel niveau tu penses qu'il faut pour jouer en USL2? Par exemple, en France, c'est plus un joueur de R1, N3? Je pense à N3. N3, je pense que. Après, si tu regardes l'aspect du foot d'un niveau technique, je pense que c'est N2, N3 peut-être, même il y a des joueurs qui pourraient jouer en N1 facilement. Après, d'un point de vue physique, dans l'engagement, les États-Unis, je pense qu'il y a une ligue assez rugueuse physiquement. Si tu regardes la MLS, tout ça, dans l'engagement, c'est costaud. Donc, je pense que pareil, N2 peut-être. Après, moi, je pense que la ligue où vraiment là, ça souffre au niveau tactique parce que tu n'as pas le temps de vraiment de mettre des choses en place. Donc, d'un point de vue tactique, c'est vraiment basique au niveau de ce que tu peux déployer avec tes équipes. Donc, sur certains aspects du jeu, sur certains aspects du foot, c'est du très haut niveau, N1, N2. Et sur d'autres aspects du foot, ça reste rudimentaire avec peut-être R1, R2 même. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui est proposé à ces joueurs qui viennent parce que c'est pas professionnel, ça veut dire qu'ils gagnent pas de salaire. Non. Comment il y a je sais pas moi, il y a des indemnisations, il y a des facilités pour trouver du travail. Nous, on a la chance avec Colorado Rush, c'est qu'on a une résidence, on a une maison qu'on peut accueillir entre 20 et 30 joueurs. Donc nous, ce qu'on leur propose, c'est ils sont logés, nourris, blanchis tout l'été. Donc même si on les paye pas, eux forcément ils n'ont pas de dépenses. Ce qui est pour les jeunes. Mais moi, je vois les jeunes qui rentrent en France. Quand ils rentrent souvent chez papa, maman, ils sont dans la même situation où ils sont logés, nourris, blanchis. Et après, s'ils ont des
des dépenses à côté, bah, faut qu'il s'assume financièrement. Bah, nous, c'est un peu ce qu'on propose ici, quoi. On va vous loger, nourrir, blanchir. Et après, si tu as des dépenses à côté, faut vous assumer. Ce qu'on peut faire d'habitude, en règle générale, c'est qu'on a des camps. On a des camps d'été où les jeunes, ils peuvent travailler et faire, par le biais du coaching, faire gagner un petit chèque à la fin du mois. Voilà, là, c'est pas possible parce qu'il y a pas, on peut pas franchement avoir de camp d'été. Mais d'habitude, ce qu'on peut faire, c'est que bon, on s'occupe de tous les dépenses des joueurs. Et après, si les jeunes, si les joueurs ils le veulent, ils peuvent travailler nos camps d'été et faire un petit peu d'argent à côté, quoi. Donc c'est ce qu'on propose, quoi. Ouais, il y a des aides à côté. Ouais, il y a des aides, on essaie de s'arranger. C'est l'idéal pour un bon joueur de football, bon niveau, qui a un petit diplôme dans le coaching en France. C'est le top. Ouais, moi, en plus, je pense que moi ici, il y a beaucoup de joueurs qui veulent bien se préparer pour aller faire leur saison universitaire au fall qui commence en août. Ouais, nous, je pense que Denver, c'est le cadre idéal. C'est une grande ville, mais c'est pas la grande ville comme New York où elle est. Donc, ça reste une ville à taille humaine. On est à 1600 mètres d'altitude. Donc, au niveau de la préparation physique, c'est optimum. Enfin, moi, je pense qu'ici, c'est le cadre idéal. La maison, notre résidence, elle est au milieu des montagnes. Donc, un cadre super sain. Ils sont entre eux, ils sont entre jeunes. Ils sont entre eux ensemble 24/24. Donc, moi, je pense que c'est le cadre idéal, hein, franchement. Ouais, super pour les jeunes. C'est une expérience extraordinaire. Enfin, en fait, t'es pris en charge à 100% avec 6 ou 7 mecs autour de toi qui ont les mêmes objectifs, qui ont sûrement les mêmes centres d'intérêt. Donc, ouais, je pense que moi, je sais que je l'ai fait en tant que joueur et ça me manque. Tu vois, là, c'est marrant de le faire en tant que coach, mais tous les jours, on va à l'entraînement, je regarde ces gamins-là et je leur dis, vous avez trop de chance. Vous avez trop de chance. Ça ne rend pas forcément compte. Après, c'est aussi, toi, tu l'as vécu, c'est aussi difficile à un moment de se dire, bon, bah, je pars, en fait. Ouais. Tu vois, entre le moment où tu te dis, ouais, j'aimerais bien y aller, et puis le moment où tu te dis, bah, ouais, il y a possibilité, donc maintenant, on fait les papiers et on y va. On sent des fois des joueurs après qui sont réticents, qui se disent, ou qui trouvent des excuses. Tout à fait, tout à fait. Après, moi, je pense que dans ma personnalité, c'est un peu inconcevable qu'on te demande, si on demandait de partir et de jamais rentrer, je comprends l'hésitation. Mais au final, tu pars 3 mois, tu reviens dans 3 mois. T'inquiète pas, la France, ça va aller nulle part. Si tu viens, n'importe d'où tu viens, la ville, elle va toujours être là. Tes potes, ils vont toujours être là. Le kebab auquel tu vas tous les 3 fois dans la semaine, il va toujours être là. En fait, à mon avis, à un moment donné, il faut être courageux, il faut partir. Et voilà. Si tu as ambition, de faire en sorte que ton futur il s'améliore, de vivre des choses que c'est pas tout le monde, que le commun des mortels ne vivent pas, bah ouais, à un moment donné, tu peux pas tout avoir, il faut avoir un peu de courage, il faut faire des sacrifices, mais moi, si tu veux vivre des choses, bah ouais, faut se penser à un moment donné. Exactement. Là, c'est le bon compromis, partir 3 mois, 4 mois. C'est pas comme 4 ans ou 5 ans il y a à l'université. Là, c'est encore différent. C'est sûr. Et l'anglais, on l'apprend en 3 mois intensifs. On revient, on est pas mal. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Moi, c'est ce qui m'a mis. Quand je suis arrivé ici, c'est à peu près 3 mois. Je suis arrivé ici en août, j'étais rentré en décembre pour Noël. Et pourtant, j'avais un bon niveau en anglais. J'avais fait un bac ES, option anglais. Donc je pense que j'avais un niveau assez pas mal en anglais. Quand tu arrives au début, 3 semaines, tu galères un petit peu. Mais après, je pense que tu t'y fais vite. Tu vois, d'ici un mois, tu commences à bien comprendre. 2 mois, tu t'exprimes correctement. Et après, au bout de 3 mois, je pense que tu es rodé. Ouais. Tu es rodé, ouais. Et à partir de quel âge les joueurs peuvent jouer en USL2? Faudrait que je me renseigne. Nous, je sais que pour des raisons pratiques, on a signé que des joueurs de 18 ans ou plus. Ouais. Après, je pense que s'il y a des jeunes d'en dessous qui sont pas majeurs, qui veulent tenter l'aventure, je pense qu'il y a moyen de faire marcher. On peut faire en sorte que ça se passe. Donc voilà, moi je pense qu'un gamin en France qui joue dans un gros centre de formation, qui a 16-17 ans, je pense qu'il peut venir et tenter sa chance. Parce que justement au niveau culturel, au niveau de l'apprentissage de la langue et voilà, toutes ces choses, forcément, ça aide. Et si derrière, en plus, tu veux faire 4 ans d'études aux États-Unis, ça aide aussi d'apprendre l'anglais comme ça. Moi, je pense que c'est tout à fait ça, en fait. Quand tu regardes les bénéfices que peut avoir un jeune aujourd'hui à faire cette expérience-là, et je parle juste de l'USL2, là, mais le niveau footballistique, c'est un des bénéfices, mais c'est pas le seul bénéfice. Enfin, comme tu dis, la langue,
la culture, les connaissances. Moi, je trouve que c'est incroyable comme expérience. Et tous les jeunes en France qui écoutent aujourd'hui, moi, je leur conseille fortement de s'inscrire au showcase, de tenter leur chance et partir pendant 3 mois, faire autre chose, jouer au foot dans un niveau qu'ils n'ont jamais connu d'abord, de faire des séances tous les jours en anglais, de parler avec ses coéquipiers en anglais. C'est unique comme expérience. Tu regrettes rien? Non, je pense pas que je regrette rien parce que je pense que je regrette rien, pardon, parce que je suis content de là, je suis arrivé aujourd'hui. Après, forcément, avec le recul, il y a des choses sur garde. J'aurais peut-être dû faire ci, j'aurais peut-être dû faire ça. Voilà, moi, par exemple, je me suis fait les croisés ma 3e année en université et j'étais un peu borné où je voulais que me faire opérer en France. Et en fait, je me suis fait les croisés en octobre et je rentrais pas en France jusqu'en décembre, janvier. Et en fait, j'ai perdu 3 mois dans ma rééduc parce que je voulais absolument me faire opérer en France. Donc voilà, des petites choses comme ça, mais je pense qu'au final, c'est des détails et je suis content de mon parcours et si c'était à refaire, je le referais, c'est sûr. Ouais, tu referais la même. Ouais, je pense, ouais, non, franchement, je le referais la même. Je ferais la même, je pense. Si tu étais resté en France, tu serais pas le même, forcément. Et en plus, je sais, parce que moi, j'ai une petite sœur qui est en France aujourd'hui, je vois comment. Elle est à l'âge aujourd'hui, elle va avoir 20 ans, et moi, je suis parti l'année de mes 19 ans, donc elle est un peu dans une période de sa vie où moi, c'est l'époque où je suis parti. Et je regarde, et enfin, voilà, j'aurais fait une fac de Bourgogne en je sais pas quoi, j'aurais joué en CFA2 peut-être à Solongé ou je sais pas où et voilà, et j'avais de très bons potes et j'étais très bien mais voilà, je pense que je suis content d'avoir fait autre chose et d'avoir vu autre chose et quand je rentre en France, j'ai énormément de plaisir à voir tous ces gens-là. Je pense que moi, pour ma personnalité et la façon dans laquelle je veux vivre ma vie, bah ouais, je pense que c'est la bonne chose à faire pour moi d'aller voir autre chose. Ok. Et t'as jamais eu d'appel du pied de club par où tu étais passé avant en France qui te disent tiens, un éducateur américain, on aimerait un petit retour en France, non? Non, pas encore, pas encore. Pas encore. Bah, je pense que, et je leur en veux pas, mais je pense qu'aujourd'hui, les clubs professionnels en France, ils voient un peu les États-Unis comme une destination exotique, comme ils disent à la radio. Ouais, je pense que c'est encore vu ici beaucoup comme une destination exotique où le foot n'est pas structuré, comme ils peuvent eux l'être en France. Moi, ces gens-là, je les invite à venir ici, je les invite à se renseigner de comment les gens travaillent ici, de la structure, des installations qu'ils mettent en place. Parce que moi, je sais que j'ai joué dans des facs et contre des facs ici, contre des installations qui ne feraient pas lire beaucoup de clubs en Ligue 1 en France. Donc moi, je pense que les États-Unis aujourd'hui, le soccer ici, c'est un peu vu comme un truc qui est encore en développement. Et certes, ça se développe, mais je pense aussi que ça se développe à grande vitesse et que d'ici. Et ici, il y a quelque chose en ligne de mire qui est important pour les Américains, c'est la Coupe du Monde 2026 qui va être accueillie ici aux États-Unis. Et je pense que 2026, qui va venir très vite, je pense qu'il va venir très vite. On aura vu un changement de rapport de force dans le soccer et comment c'est vu à l'international. Ouais, ça va mettre en lumière toute l'Amérique du Nord. Ouais, c'est ça. Il y a le Canada aussi, alors peut-être dans une autre mesure, mais le Canada fonctionne bien aussi. Le soccer est passé première fédération depuis peu. Ouais. Donc ils ont des gros clubs sur Toronto. Toronto, ils ont fini l'année dernière, ils ont perdu en finale de MLS, mais ils ont Toronto, c'est connu comme une des plus grandes, d'avoir un meilleur système de formation. L'Impact de Montréal, c'est pareil. Donc au Canada, qui ont 3 clubs, Vancouver, Toronto et Montréal, c'est des clubs qui sont vraiment respectés ici en Amérique du Nord et ça bosse bien. Tout le monde le sait que ça bosse très bien là-bas. Et puis, il y a des Français qui réussissent sur ces 2 pays-là, en Amérique du Nord. Voilà, toi, ta promotion USL2, et puis peut-être que derrière, il y aura encore d'autres choses. T'as quel âge? Moi, j'aurai 28 ans à la fin du mois. Là. Ouais, c'est quand même une belle promotion. Tu vois, si tu étais resté en France, si tu avais passé tes diplômes en France, 28 ans, tu serais entraîneur d'une petite DH, quoi, un truc comme ça. Ouais, non, et je pense que c'est ça qui m'a attiré. Et je pense que Johan Damé, je sais que vous avez eu sur le call, il pourra attester de ça, que ici, c'est pas forcément ton âge, c'est plus tes compétences, et c'est ça qui font que les gens, ils ont volonté d'investir en toi. Moi, je pense qu'en France, peut-être que tu peux être bon, peut-être que tu peux avoir un très bon rapport avec les joueurs, être un excellent coach. Voilà, si tu n'as pas 300 matchs de Ligue 1, si tu n'as pas les diplômes, si tu n'as pas 10 ans d'expérience, bah, fera pas attention à toi. Et peut-être que je me trompe, mais moi, c'est le stigma un peu de la France ou même de l'Europe en général, où si t'as pas un nom,
bon, c'est difficile d'en sortir, tu vois. Ouais. Et tu regardes aujourd'hui Johan, aujourd'hui, et l'âge qu'il a, de faire ce qu'il fait, c'est magnifique. Et moi, je suis le premier admirateur et je suis le premier à vouloir que Johan y réussisse et qu'il aille le plus haut possible. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais il y en a d'autres hein, qui arrivent, qui bossent bien. Et effectivement, les barrières qu'on se met en France et en Europe, hein, c'est pas que la France. Ouais, non. Certainement. Après, je pense que l'Allemagne est un peu différent. Si tu regardes les profils des coachs allemands avec Nagelsmann et même d'autres entraîneurs, je Ouais. pense que c'est un peu différent. Le Je sais que la France, Portugal il y a aussi. vraiment Portugal, effectivement, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais je sais que la France, ils aiment bien les personnes d'expérience, ce que je respecte, hein, ce que je respecte, mais même, c'est bien connu au niveau de la Ligue 1 et c'est beaucoup d'entraîneurs qui reviennent, les cycles d'entraîneurs qui reviennent et voilà. Donc je pense qu'ici, ils sont un peu plus ouverts d'esprit à vouloir faire des choses nouvelles, donner de la chance à des gens avec d'autres idées, un peu plus jeunes, un peu plus innovateurs. Et moi, ça me plaît. Ouais. C'est ce qui fait. C'est d'ailleurs nos barrières et nos contraintes à nous qui font que de bons coachs s'expatrient, même de bons joueurs maintenant. Non, c'est sûr, mais après, bon, je pense que la France, moi je dis ça, mais j'ai le respect le plus profond pour la France et les joueurs qui sortent et la qualité de la formation en France. Hein. Je veux pas être là, je critique personne. Hein. C'est juste que moi ici, il y a des opportunités qui sont données aux jeunes coachs qui ont vocation à beaucoup travailler, qui ont vocation à vouloir apprendre. Et moi, j'apprécie ça, quoi. Exactement. C'est ce qu'on fait valoir aussi, ouais. On sait qu'il y a des difficultés aussi pour trouver de l'emploi en France. Voilà, des fois, tenter sa chance de l'autre côté de l'Atlantique, ça permet aussi de créer un réseau aussi professionnel. Ça peut être des belles ouvertures, Ouais. même si on ne devient pas professionnel. Non, c'est ça. Et je sais qu'Yohan, il disait ça aussi sur son live avec Quentin et Connect. C'est voilà, l'expérience humaine aussi, c'est super enrichissant. Hein, ce que tu apprends en tant que coach, ouais, certes, génial. Mais en tant qu'homme, ouais, enfin, je sais que moi, j'ai vécu dans 7 États ici. J'ai rencontré des gens un peu partout dans le monde, de différents horizons. J'ai eu des succès, j'ai eu des galères. Enfin, c'est des choses-là que j'aurais pas eu autant de succès, j'aurais pas eu autant de galères, je pense, que si j'étais retourné en France. Et tout ça, c'est super formateur. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. À tout point de vue, je pense. Ouais, exactement. Exactement. Exact. Elliot, merci beaucoup pour toutes ces infos. Non, J'espère merci à que, toi, Romain. c'est pas j'espère, je pense que les jeunes éducateurs en France, il y a du monde qui va regarder et ça va faire saliver encore un petit peu plus là. Non, mais moi, avec plaisir. Et puis après, moi, comme on a fait avec Dijon, hein, il y a un éducateur de Dijon qui est venu avec 5 joueurs. S'il y a d'autres éducateurs qui veulent venir ici, s'imprégner pendant une semaine, Jean-Christophe, il l'a fait aussi. Moi, j'ai eu beaucoup de respect pour Jean-Christophe avant de venir et de se faire un préjugé sur ce que c'était le foot aux États-Unis. Et ben, Jean-Christophe, il a pris 10 jours, il est venu ici, il a regardé comment ça se passait, il a échangé avec les gens. Et c'est comme ça que tu apprends. C'est comme ça que tu te fais ta propre idée, c'est comme ça que tu comprends comment les gens ils travaillent dans d'autres pays. Et moi, j'invite beaucoup de coachs à m'écrire à moi ou d'autres coachs français qui sont ici, peu importe, mais de venir voir ce qui se fait ici et comment les gens y travaillent et comment les jeunes comparer à ce qui se passe dans leur structure à eux. Et il y a un mot qui revient tout le temps. Alors, sur le Canada, moi je vais beaucoup plus au Canada, mais même Jean-Christophe, quand il est venu te voir, quand on repart, on dit en fait, en Amérique du Nord, ça bosse. Ça bosse beaucoup, ça bosse fort. Ouais, non, mais et après, moi, je pense que les gens ils sont passionnés ici. Ok, le soccer, c'est pas le sport c'est pas le sport prédominant ici à Lyon. C'est pas parce que le soccer, c'est pas le sport numéro un que les gens qui travaillent dans le soccer, c'est pas des fous du foot et qu'ils aiment ça et qu'ils sont passionnés. Donc voilà, moi, comme tu disais, hein, comme Jean-Christophe disait, les éducateurs ici, il y a beaucoup d'éducateurs qui s'investissent, qui aiment le foot, qui aiment les jeunes et qui veulent, et voilà, qui veulent faire avancer les choses ici au niveau du soccer. Et c'est rafraîchissant, je trouve. Moi, c'est rafraîchissant parce que je sais que les gens ils investissent, ils bossent beaucoup, ils passent des heures sans compter sur le terrain, au contact avec les jeunes. Et voilà, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient s'inspirer ça un peu plus. Bien sûr. On va essayer. Tiens, on a des clubs dans le collectif là. Ça me plairait de pouvoir emmener 2-3 coachs là de clubs je sais pas, d'Île-de-France ou de Côte d'Or chez vous. Ouais, avec plaisir. Avec plaisir. On a eu une expérience super avec Ludo où il est venu dans des rendez-vous avec notre staff et on lui a demandé de participer des fois et juste même lui de se mettre comme ça devant un staff de 10 coachs américains et de voir expliquer un peu sa philosophie. Bon, c'était Ouais. super enrichissant, tu vois, pour lui. Et pareil, on peut mettre des coachs sur le terrain en essayant de leur faire des séances en anglais. Si les gens veulent progresser, bon, il y a des échanges super,
il y a des gens super qui peuvent se mettre en place. C'est sûr, ça j'en suis persuadé. Et c'est la meilleure des choses, ça. L'échange, le partage, le fait de se voir, discuter ensemble, voir ce qui se fait de bien chez vous, ce qui se fait de bien chez nous. Et le fait d'être là, c'est super de parler devant un ordi, et voilà, mais le fait d'être là, dans la structure, dans le vif du sujet, bah, c'est là que tu apprends. Exact. C'est à faire, c'est noté. On ne prend pas rendez-vous ce soir, mais on pourra le faire. Ça marche. Ça marche, Romain. Elliot, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Et puis, ouais, on se rappelle et on reste en contact, bien sûr. Avec plaisir. Ciao. Allez, ciao. Salut.